Les soins pénalement ordonnés ont, dès leur apparition, suscité le débat entre acteurs judiciaires et soignants, notamment quant à l'efficacité du soin dans un contexte de contrainte, alors que l'adhésion du sujet n'est pas nécessairement recherchée, le défaut d'alliance thérapeutique risquant alors de mettre en échec la démarche sanitaire. Pourtant, progressivement, face à la résistance aux soins ou à l'absence de demande de soins des publics sous main de justice, le recours à la contrainte a été justifié et présenté comme pouvant faire advenir l'adhésion thérapeutique, évolution que nous aborderons dans un premier développement. Dans un second temps, nous soulignerons que, en nous appuyant sur les entretiens réalisés, si le consensus semble quasi acquis aujourd'hui quant à l'intérêt des soins pénalement ordonnés, toutefois, des dissensions persistent à propos de la nature de la démarche thérapeutique entre accompagner et guérir. Enfin, en troisième point d'analyse des finalités des soins pénalement ordonnés, seront évoqués les objectifs poursuivis par les différents acteurs entre dimension sécuritaire et surveillance médicale. Les tensions interprofessionnelles sont bien présentes. Premier point, la coercition viendrait donc en renfort de la prescription thérapeutique. La plupart des professionnels rencontrés, quelle que soit leur place dans le déroulement des soins obligés, estiment que la contrainte vient ouvrir la voie à une démarche thérapeutique efficiente en favorisant d'une part l'adhésion aux soins et d'autre part en suscitant une demande de soins. Ainsi, la contrainte serait un pari en faveur de l'adhésion aux soins. Un pari pour produire un déclic. Ce sont deux expressions fréquemment entendues lors de nos entretiens. Les acteurs judiciaires ou sanitaires impliqués dans le processus pénal s'entendent pour constater l'absence de demande de soins, voire la résistance aux soins de la part des personnes sous main de justice au moment de leur entrée dans le dispositif de soins pénalement ordonnés. Ils s'accordent également pour légitimer par leur pratique et leur expérience le recours à la contrainte. Cette coercition pallierait en effet le manque d'initiative et de volonté chez les personnes judiciarisées souffrant notamment de troubles psychiques ou d'addiction qui ont besoin d'autorité selon les magistrats, comme en témoignent ces propos. Je cite « Je pense que pour une personne qui souffre d'addiction, il y aura toujours des gens pour l'aider, Dieu merci, dans notre société. Il y aura beaucoup moins de gens pour lui dire d'arrêter ses idioties ou pour lui dire « maintenant c'est obligé, sinon ça va barder fort ». Et moi, je considère que c'est un peu mon rôle aussi. De même, les soignants impliqués dans le processus judiciaire assurent que la contrainte est, selon leurs termes, un bon outil. Un bon outil qui vaut le coup, qui instaure un équilibre acceptable entre la peine et le soin. La loi, tout en sanctionnant, vient apporter une aide à la personne prise en charge, comme le soulignent ces propos d'une psychologue relais. Je cite « C'est important de poser pour soigner une loi juste, une loi qui dit la société ne peut pas vous laisser vous enfoncer comme ça dans la misère. Donc, on vous met une limite et on va vous aider. » Toutefois, pour un praticien sur 6 parmi ces professionnels judiciaires et sanitaires, un consentement à minima reste nécessaire pour que des soins soient opérants. C'est ce qui conduit certains magistrats à voir dans le soin pénalement ordonné une forme de peine négociée avec le condamné, la mesure permettant de lui éviter l'incarcération et de l'orienter vers des structures pour résoudre les difficultés associées à son profil de transgression délinquante. Si le condamné affiche un refus catégorique d'engager les soins, la contrainte risque d'être inefficace et d'aboutir à la révocation d'un sursis probatoire suspendu à l'entrée dans la démarche thérapeutique et donc un retour en prison. Du côté des thérapeutes, extérieurs à la sphère judiciaire, notre corpus d'entretien met en évidence une acculturation progressive de ces professionnels à l'introduction d'une coercition aux soins, confirmant ainsi l'existence d'une dynamique de conversion des soignants par l'expérience de l'articulation avec des acteurs de la justice pénale. Certains thérapeutes, rarement entendus dans nos entretiens, demeurent hostiles, extrêmement réfractaires aux soins obligés, soit par conviction personnelle, soit au regard du positionnement de structures opposées
à tout rapprochement avec l'institution judiciaire, comme ce fut longtemps le cas dans le champ des addictions, soit enfin il s'agit d'un prétexte pour écarter toute sollicitation à travailler avec des personnes sous main de justice. Une large majorité, cependant, des professionnels interrogés considèrent la contrainte aux soins comme l'opportunité d'ouvrir une porte vers un espace de rencontre pour susciter la demande de soins. Ainsi, la contrainte contiendrait un objectif pré-thérapeutique pour susciter une demande de soins. Le prononcé du soin pénalement ordonné, pour plus de la moitié des acteurs interrogés, est un levier plutôt efficace pour faire entrer les personnes sous main de justice dans le champ sanitaire, ces personnes étant particulièrement désaffiliées, éloignées des démarches vers les dispositifs médico-sociaux. Dès lors, pour reprendre les propos d'une magistrate et d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, je cite, « Elles sont tellement loin de ça que si on ne leur propose pas et qu'on ne leur met pas le nez dessus, ils ou elles n'auront pas l'idée. Pour elles, ça aurait été la dernière de leur démarche d'aller se faire aider. » La rencontre ainsi enclenchée par la décision judiciaire est perçue par les thérapeutes comme un espace dit pré-thérapeutique, propice à faire émerger un désir de soins en permettant de déconstruire les représentations du milieu sanitaire, notamment du milieu psychiatrique chez ces publics. Peut alors commencer un processus d'appropriation de la contrainte, de production du consentement. La démarche thérapeutique, selon un juge de l'application des peines, ne serait alors plus la décision du tribunal ou la décision du juge de l'application des peines, mais elle serait de la personne elle-même et selon un directeur de service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'adhésion n'adviendrait pas seulement pour faire plaisir à la conseillère du SPIP ou au magistrat. Une véritable alliance thérapeutique s'installerait, la contrainte aux soins étant alors au service et dans l'intérêt de la personne prise en charge. Nous constatons donc, comme d'autres travaux antérieurs, que le principe même du soin pénalement ordonné est accepté par la grande majorité des acteurs dans le cadre de l'articulation santé-justice. La conversion, notamment des soignants, semble effective. Reste encore toutefois à tous ces professionnels à s'entendre sur les objectifs poursuivis par cette coercition aux soins. Les 3/4 des professionnels interrogés, acteurs judiciaires comme professionnels de santé, assignent à la prise en charge une visée clinique qui oscille entre une logique de care, prendre soin, et de cure, soigner, guérir. Ils insistent sur la nécessité de traiter les troubles qui relèvent des addictions ou des pathologies mentales, et en même temps, ils constatent régulièrement l'absence de véritables maladies, entre guillemets, qui seraient possibles de guérir. Il s'agit donc plutôt d'accompagner ces personnes dans une logique de care. Parmi les finalités assignées aux soins pénalement ordonnés par les praticiens, le traitement des addictions est mentionné près d'une fois sur 2. Une fois sur 4, les professionnels évoquent également la prise en charge de lourdes pathologies mentales ou de troubles de la personnalité. Alors, s'agissant des addictions d'abord, les objectifs de traitement évoqués apparaissent ambivalents, voire contradictoires, entre abstinence, régulation des consommations et prévention des rechutes. Tout d'abord, tous les professionnels qu'on a pu interroger dans cette recherche insistent sur la tendance des justiciables à nier ou minimiser leur consommation. Dans ce contexte, les soins pénalement ordonnés sont perçus comme une occasion de leur faire prendre conscience des effets de leur consommation d'alcool ou de stupéfiants, voire d'un état de dépendance. Mais il s'agit aussi de les faire réfléchir sur le lien entre leur consommation et le passage à l'acte délinquant. Dans ce sens, ils perçoivent la mesure pénale comme une voie de sortie de l'emprise des addictions. Pour une partie des professionnels de la justice, magistrats et personnels de l'administration pénitentiaire, l'abstinence demeure l'horizon ultime. C'est ce qu'on peut voir dans les entretiens. Il s'agit d'ailleurs d'un point de tension avec les soignants et une source d'incompréhension mutuelle. Ainsi, par exemple, une chef de service au sein de l'administration centrale du ministère de la Justice relève que les acteurs pénaux considèrent le soin comme le fait de guérir, alors que pour le personnel soignant,
soigner, ce n'est pas forcément guérir, dit-elle. Selon elle, un des principaux clivages a trait à une appréciation différenciée de la temporalité des soins. Alors que les soignants insistent sur le fait que c'est un processus non linéaire, ponctué de progrès mais aussi de rechute, donc un processus long, les acteurs judiciaires tendent à considérer toute régression vers la consommation comme un indice d'échec des soins pénalement ordonnés. Néanmoins, un bon nombre des entretiens réalisés auprès des acteurs judiciaires révèlent des attentes plus modestes. Ainsi, beaucoup ne revendiquent pas un objectif de guérison complète, disent-ils, mais plutôt, je cite, de faire démarrer un processus. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'interdire et d'empêcher les consommations toxiques, mais plutôt d'un pari, parvenir à les réguler, je cite. Comme le souligne un juge d'application des peines, j'attends pas que le soin me dise miraculeusement c'est terminé, j'y crois pas beaucoup, mais j'attends que les gens puissent effectivement entreprendre, se responsabiliser par rapport à des abus et peut-être transformer l'abus en une consommation plus ordonnée. Si j'arrive à ça, déjà, je pense que j'ai gagné mon pari. Donc cette notion de pari est importante. Du côté des professionnels de santé, enrôlés dans la mise en œuvre des soins pénalement ordonnés, la grande majorité s'inscrit dans une perspective de réduction des risques liés à la consommation. Il en va de même pour les praticiens chargés de contrôler les injonctions thérapeutiques, qui considèrent que ce dispositif n'a pas, selon eux, une visée d'abstinence. C'est le terme qu'ils emploient, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire cesser toute consommation, mais de réfléchir au mode de consommation, à leurs répercussions, et une manière éventuellement de faire autrement, selon les termes d'un psychologue relais. S'agissant des troubles psychiques maintenant, nos entretiens montrent que cette notion recouvre une grande variété de significations pour les praticiens. Certains parlent de troubles psychiques sans davantage de précision, d'autres, je cite, des authentiques malades mentaux, sans préciser de quoi il s'agit, de troubles mentaux sévères, je cite toujours, de vraies maladies. Les troubles avérés tels qu'ils sont décrits incluent la schizophrénie, les troubles dépressifs, mélancoliques ou à versant maniaque, les pathologies psychiatriques, thymiques, psychotiques, certaines névroses invalidantes, handicapantes, mais aussi les troubles bipolaires et les déficiences mentales. On voit donc que la catégorisation des troubles psychiques est large et peu spécifique. Comme pour les addictions, la thérapie a vocation à amener les personnes à reconnaître leur pathologie, car ceux qui souffrent de lourdes pathologies mentales seraient souvent dans le déni et dans une conscience partielle de leurs troubles, je cite, pour reprendre les termes d'un expert psychiatre. À défaut d'une finalité de guérison, il s'agit donc dans ce cas-là surtout de les stabiliser. C'est un terme qui revient dans plusieurs entretiens. À cet égard, certains acteurs judiciaires et des psychiatres justifient la contrainte par le maintien des condamnés sous contrôle. Ces patients auraient en effet beaucoup de mal à suivre les traitements, je cite, à prendre leur traitement, à venir au rendez-vous. Pour un juge d'application des peines, il n'y a donc, je cite toujours, qu'une seule solution, c'est l'injonction de soins. Il parle des délinquants sexuels. Parce que là, il va y avoir un contrôle et que si la personne ne prend plus son traitement, le médecin coordonnateur va avertir le juge de l'application des peines, vous prenez votre traitement ou c'est l'incarcération. A l'inverse, les soignants qui n'occupent pas des fonctions d'auxiliaire de justice ont justement tendance à envisager ces lourdes pathologies comme une contre-indication prononcée de soins pénalement ordonnés, car les sanctions en cas de manquement sont plus fréquentes. Ces malades étant pour beaucoup incapables de respecter strictement ce cadre pénal, le dispositif de l'injonction conduira à criminaliser la pathologie mentale en alimentant ce que certains soignants appellent le revolving door effect, c'est-à-dire de fréquents allers-retours en détention. Pourtant, les experts recommandent régulièrement des soins pénalement ordonnés en présence de psychose. Dans notre échantillon de dossiers, par exemple, on voit que les avis défavorables ou réservés sont minoritaires pour les prévenus qualifiés de psychotiques, moins de 10%, tout en considérant que, normalement, le psychotique, ce n'est pas un candidat à l'injonction de soins, je cite un expert psychiatre, qui estime aussi que c'est à la fois une contrainte et en même temps une assistance. Donc on voit que les avis sont clivés, ils le sont encore plus concernant des troubles psychiques qui se situent à la frontière de la pathologie, comme les troubles de la personnalité.
Selon la littérature médicale, ces troubles excèdent de simples traits de caractère. Ils induisent un fonctionnement psychosocial rigide et permanent. Ils empêcheraient les individus concernés de s'adapter à leur environnement, générant des comportements contraires aux normes et aux attentes sociales. Or, pour de nombreux professionnels de santé, le traitement de ces troubles ne peut aboutir à une guérison en tant que telle, tout au plus à une atténuation de leurs manifestations. La capacité d'accès aux soins de ce type de public est un sujet de débat. À l'aune des interprétations psychanalytiques dominantes, sceptiques quant à la possibilité de guérir les perversions, en France, les praticiens ont longtemps et majoritairement considéré les délinquants sexuels comme inaccessibles aux soins. C'est ce que montrent en sciences politiques les travaux de Laurie Boussaguet sur le traitement public comparé de la pédophilie en France, en Belgique et en Angleterre. Selon elle, en France, la figure du pervers incurable fait aussi office à la fois de diagnostic et de pronostic. Nos entretiens confirment ce constat à l'image des termes employés par un expert psychologue, praticien libéral, qui considère, je cite, que le pervers n'est pas soignable et qu'il a toutes les chances, dit-il, de jouer avec le thérapeute en théâtralisant ses efforts pour se réformer, pour dire voyez, je fais un effort, je me soigne, mais d'après cet expert, il ne bougera pas. Toutefois, les professionnels de santé ne sont pas unanimes sur ce point non plus. Pour un médecin coordonnateur, les troubles de la personnalité constituent justement un bon critère pour poser une nécessité de soins, parce que ces troubles de la personnalité se traitent dans la durée. Paradoxalement, pour justifier des soins, les acteurs judiciaires s'éloignent régulièrement des catégorisations médicales. Au-delà des troubles de la personnalité, ils pointent par exemple des fragilités narcissiques, selon leurs termes, ou bien relient les infractions aux problématiques psychiques du condamné. De même, certaines infractions conduiraient, selon eux, à des difficultés de contrôle des émotions ou de gestion de la violence, appelant une intervention pour réguler l'impulsivité. Ou, dans le champ des violences conjugales, réguler le rapport aux femmes, le rapport de domination, le rapport d'emprise. Il est alors question de rééducation cognitive et comportementale. Face à ces représentations des acteurs judiciaires, de nombreux soignants craignent une médicalisation excessive des passages à l'acte délinquant. Le risque d'établir ce qu'ils appellent une relation tautologique entre troubles de la personnalité et délinquance est perçu comme participant à une psychiatrisation, une pathologisation des problèmes sociaux, comme l'ont aussi montré d'autres travaux. Alors, en l'absence de maladies qu'il conviendrait de guérir, les professionnels de santé, mais aussi parfois de justice, appréhendent les soins dans une logique de care. Un expert psychiatre considère ainsi, s'agissant des délinquants sexuels, que ce n'est même pas du soin, dit-il. On est dans un autre logiciel, une autre forme de soin, un accompagnement thérapeutique, dit-il. Au-delà de ce public spécifique, plus d'un professionnel sur 10 présente la thérapie comme un espace de parole ou un lieu d'écoute. Ce sont les termes qui reviennent le plus souvent. Un juge d'application des peines parle de commisération, du rôle du thérapeute qui est de leur tenir la main. Cet espace de parole permettrait aux condamnés d'évacuer un vécu négatif, de verbaliser leurs émotions, d'exprimer, je cite, leurs blessures personnelles, en particulier en cas de traumatisme subi dans l'enfance. Nombre de professionnels associent en effet le passage à l'acte au dit traumatisme, suivant l'idée, je cite, qu'on n'arrive pas en prison par hasard. Les addictions sont elles aussi présentées comme le résultat de trajectoires de vie difficiles, comme le symptôme de blessures psychiques, ce sont les termes qu'on retrouve dans les entretiens, liés à des maltraitances, des deuils difficiles, etc. Les professionnels envisagent donc la psychothérapie comme un moyen d'accompagner un travail réflexif. Sur le plan des résultats attendus, près d'un quart des professionnels de santé espèrent que le condamné, je cite, aille mieux, personnellement et socialement, puisse retrouver le goût de vivre et trouver de l'apaisement même. Cette représentation des finalités des soins pénalement ordonnés traduit un positionnement professionnel relativement marginal, où les condamnés sont envisagés comme des usagers du système pénal. Nos observations prolongent celles de la sociologue Isabelle Coutan,
qui, dans son enquête dans un service hospitalier de pédopsychiatrie, relevait déjà cet effort des professionnels de faire une pédagogie de la réflexivité, comme elle dit. Ce travail sur soi viserait à aider les personnes à retrouver un pouvoir d'agir sur leur propre comportement à travers l'apprentissage de la gestion de soi-même. Ce sont ces termes. Tout se passe donc comme si les attendus du soin étaient de contribuer à enrôler les condamnés dans une trajectoire de déconstruction biographique en les conduisant en quelque sorte à faire amende honorable. Cette dichotomie entre des rationalités pénales d'un côté, médicales de l'autre, illustre bien les apories des soins pénalement ordonnés entre surveillance médicale et rééducation morale. Pour de nombreux acteurs impliqués dans le processus pénal, qu'ils soient magistrats, conseillers d'insertion, experts ou coordonnateurs, les soins n'ont pas qu'une vocation thérapeutique au seul bénéfice de la santé mentale du condamné. Ils sont aussi présentés comme un instrument de prévention de la récidive. Parmi ces trois groupes professionnels, beaucoup voient dans la prévention de la récidive une finalité parmi d'autres, des soins, adossés à d'autres objectifs. Toutefois, quelques-uns l'envisagent comme une priorité. Pour un juge d'application des peines, les soins visent d'abord, je cite, à éviter la récidive et peut-être qu'accessoirement, ça fera du bien à la personne. L'association entre soins et prévention de la récidive découle le plus souvent de leurs interprétations causalistes de la délinquance, des corrélations qu'ils établissent avec les addictions et les troubles psychiques. Plus rarement, certains en font aussi l'instrument d'un surplus de contrôle et de surveillance, y compris parmi les experts et les coordonnateurs, surtout concernant l'injonction de soins. Cette dernière permet en effet une surveillance médicale plus soutenue que les simples obligations, superposables au contrôle des institutions pénales. L'intervention des médecins coordonnateurs autorise un double regard médical et donc un suivi plus intensif, ne serait-ce qu'en raison du cumul des rendez-vous parallèles à ceux du thérapeute. En outre, le dispositif présente l'avantage d'inscrire ce contrôle médical sur une plus longue période qu'en cas de simples obligations, éventuellement plusieurs décennies. En outre, à écouter certains professionnels, on entrevoit parfois un risque de confusion avec une entreprise de rééducation morale. En lien avec la prévention de la récidive, la grande majorité des magistrats, des agents de probation, mais aussi des experts et coordonnateurs, envisagent les soins comme l'occasion d'un, je cite, travail sur le passage à l'acte. Cette formulation est habituelle, récurrente et partagée, mais les professionnels sont souvent imprécis ou ambigus sur la nature de ce travail. Certains affirment qu'il s'agit de faire réfléchir le condamné sur les faits commis. Moins évasifs, d'autres appréhendent la thérapie comme un dispositif dédié à la compréhension de l'origine et des causes psychiques du passage à l'acte. Souvent, leur discours dévoile toutefois un rapport dialectique plus ténu entre ce travail et une perspective proprement psychothérapeutique. Ils escomptent un affermissement de l'empathie des condamnés vis-à-vis de leurs victimes, mais aussi une prise de conscience de la gravité des faits. La thérapie doit contribuer à la responsabilisation du condamné. Il s'agit d'une occasion de rappeler la loi, la signification des interdits, le sens de la condamnation, afin, je cite un procureur, que le mécanisme de la peine et de la sanction soit intégré psychiquement. Ils envisagent parfois les soins comme une véritable entreprise de culpabilisation, comme en témoigne cet extrait tiré d'une expertise. Il convient, écrit l'expert, de l'inciter à poursuivre une telle démarche qui ne peut que l'aider à développer quelques sentiments de regret, de culpabilité et à prendre conscience de la gravité de ce qui lui est reproché. La thérapie est alors revendiquée pour son potentiel de normalisation. Enfin, de nombreux praticiens sont certes réservés sur la pertinence de soins en présence d'une négation des faits, mais plusieurs appréhendent le processus thérapeutique comme un moyen de favoriser l'expression d'un aveu. On observe alors un net rapprochement entre leurs attentes et la philosophie classique de l'amendement moral. Comme l'avance Claude-Olivier Doron, le soin s'affirme alors comme une technique de redoublement des mécanismes légaux.
Celui-ci souligne que la loi agit à la surface de l'individu. Elle peut amener à poser certains actes formels, par exemple indemniser sa victime, mais elle ne peut le contraindre à éprouver certains affects, à modifier son rapport intime à tel ou tel acte. C'est là, dit-il, que les soins viennent se nicher, comme une technique pour transformer, dit-il, réellement et en profondeur le rapport du sujet à son acte, à sa culpabilité, à la victime et à sa peine. Si les experts et médecins coordonnateurs partagent dans une large mesure ces attentes judiciaires, il n'en va pas de même pour l'ensemble des soignants. Et ce désaccord, il est parfois à la source de tensions interprofessionnelles. Qu'ils récusent ou légitiment les soins contraints, nombre de professionnels de santé veillent scrupuleusement au maintien de l'indépendance conquise vis-à-vis de la justice et de l'administration pénitentiaire. Ils défendent donc une définition purement médicale des soins, à la fois pour désamorcer les risques d'instrumentalisation à des fins de normalisation et de contrôle social, pour ne pas dénaturer le sens de la thérapie, mais aussi réaffirmer leur identité professionnelle de soignants. Un tiers des soignants qui n'exercent pas comme experts ou coordonnateurs se défendent donc de toute implication dans la prévention de la récidive. Sans en faire une mission prioritaire, la majorité considère néanmoins qu'elle peut constituer au mieux un bénéfice secondaire. Cette distanciation vis-à-vis des attentes judiciaires est toutefois relative. En effet, la majorité n'exclut pas la question du passage à l'acte dans leurs échanges avec leurs patients. Seul 1 sur 5 considère que ce travail ne relève pas de leur mission. Le contenu des échanges fluctue selon les desiderata du patient. Les faits ne sont abordés qu'à son initiative. Une majorité considère au contraire que l'initiation d'une réflexion sur ce passage à l'acte fait partie intégrante de la thérapie. Ils sont donc loin de faire l'impasse sur les faits, mais les abordent de façon plus ou moins proactive. Toutefois, à la différence des acteurs du champ pénal, les soignants entendent appréhender le plus souvent les faits sous le seul angle du vécu subjectif des condamnés. Ils ne sont pas unanimes, mais la plupart se désintéressent des détails objectifs de l'affaire. Ne pas connaître le motif précis de la condamnation permettrait d'éviter toute forme d'a priori, de ne pas fausser leur regard, de ne pas être parasité par ce type d'informations, a fortiori dans l'hypothèse de faits particulièrement sordides. Cette mise à distance permettrait d'éviter toute forme d'assimilation entre leurs interventions, celles des experts et des acteurs judiciaires. En conclusion, on observe donc que les controverses au sujet des soins pénalement ordonnés n'ont pas disparu, même si les soignants s'opposent moins au principe de la contrainte que par le passé. Ils craignent toujours une dénaturation de leur mission. Ils refusent de se plier aux attentes exogènes de l'institution judiciaire. En retour, cette mise à distance du cadre judiciaire et des infractions reprochées suscite des incompréhensions et des critiques de la part des acteurs judiciaires. Ces derniers craignent que les condamnés déforment la réalité des faits auprès de leurs thérapeutes, qu'ils en atténuent les caractéristiques les plus graves ou qu'ils cachent leurs antécédents judiciaires, ce qui fausserait, selon eux, la relation thérapeutique. Beaucoup souhaiteraient que les soignants consultent certaines pièces du dossier pénal pour qu'ils puissent confronter les déclarations de leurs patients à la vérité judiciaire. Du fait de l'importance qu'ils accordent au travail thérapeutique sur le passage à l'acte, ils aimeraient avoir aussi des informations sur les évolutions du positionnement et des affects du condamné vis-à-vis des faits commis. Nous y reviendrons. La plupart des soignants répondent par une fin de non-recevoir, ce qui exacerbe les tensions au sujet du secret médical.